Bon, bah, écoutez, merci d'être là, pour ceux qui sont là, et merci pour ceux qui sont en ligne. On va donc ce soir vous présenter une partie de ce numéro que nous venons de terminer sur les systèmes de santé, sur la crise des systèmes de santé en Méditerranée et en fait plus particulièrement bien sûr dans les pays arabes, parce que nous n'avons eu qu'une contribution en dehors du monde arabe. C'est la première fois que cette thématique de la santé est traitée dans la revue Confluence. C'est une thématique qui est assez peu traitée d'ailleurs dans les sciences sociales en ce qui concerne le monde arabe, alors que la sociologie de la santé est une discipline très vivante. En Italie d'ailleurs, je me suis rendu compte, autant qu'en France, que l'anthropologie de la santé est aussi une discipline qui est très vivante, beaucoup en Afrique en fait, en Amérique latine. Mais donc curieusement, cette thématique est peu traitée dans le monde arabe. Et pour ce qui nous concerne, c'est évidemment la pandémie du Covid-19 qui nous a suggéré l'idée qu'il fallait peut-être s'y intéresser. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler sur ces questions de santé il y a un certain temps, et donc on a mis un petit moment avant de se décider, mais voilà pourquoi on s'est dit qu'il fallait faire ce numéro. D'autant plus que c'est une thématique qui est extrêmement sensible et qu'en fait, dans le quotidien de tous les pays, je veux dire des pays arabes, des pays de l'Est, du Nord ou du Sud de la Méditerranée, c'est une thématique qui est très importante, cette question de la santé, pour les populations et pour les gens. Et le Covid a été un révélateur d'ailleurs justement des difficultés rencontrées par les populations et des inégalités entre les groupes sociaux pour accéder aux services de santé. Donc ce numéro veut être une contribution à la réflexion sur l'évolution des systèmes de santé au Moyen-Orient, dans une perspective associant différentes approches d'économie politique, de sciences sociales, de sociologie, de santé publique, d'anthropologie. Évidemment, la situation dans l'espace méditerranéen, en ce qui concerne les systèmes de santé et les conditions d'accès à la santé, comme plus largement les questions sociales de travail, l'emploi, le logement, l'école, les situations témoignent d'une grande diversité, mais il est intéressant de confronter tous ces pays dans la mesure où, un peu partout, ils sont soumis aux injonctions des politiques néolibérales, mais aussi, en même temps, qu'à des évolutions sociales et culturelles majeures qui touchent aux représentations liées au corps et à la santé, aux droits humains, mais aussi à la façon dont les professionnels concernés se représentent leur travail et répondent aux attentes des citoyens, et enfin, la façon dont de plus en plus d'acteurs collectifs, associatifs, ONG, constituant ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile, beaucoup d'acteurs collectifs donc de la société civile se mobilisent pour essayer de pallier les difficultés d'accès au système de santé. Bien sûr, à cela s'ajoute cependant, de façon tragique pour un certain nombre de pays arabes, si ce n'est presque tous, l'impact terrible de la violence, de l'occupation étrangère et des guerres intérieures. Je vais donc vous donner quelques éléments de cadrage avant de donner la parole à trois de nos auteurs qui ont contribué à cette revue. Les articles regroupés dans ce dossier traitent évidemment de sujets assez divers, mais en filigrane se dessinent certaines préoccupations partagées autour de la crise des systèmes de santé, dans des contextes où se conjuguent non seulement les effets des politiques de désengagement des États, mais aussi les effets de situations de violence et de guerre. Et enfin, et à mon avis ça c'est aussi un axe important et qui est important pour la réflexion, se conjuguent aussi avec le renforcement du rôle des organisations internationales interétatiques, à commencer par l'OMS, mais aussi nombre d'organisations non gouvernementales et bien sûr des ONG locales. Donc on a ces trois axes, le désengagement des États, les situations
qui mettent en œuvre des politiques néolibérales, les situations de violence et de guerre et le renforcement du rôle des organisations de la société civile au sens large, international et local. Mais pour revenir un petit peu en arrière, je voudrais rappeler qu'une caractéristique de nombre des pays de la région est que si l'on remonte un peu dans le temps, la seconde moitié du XXe siècle a vu successivement l'hégémonie du modèle développementaliste, sa crise et sa remise en question, ce qui a impacté fortement les politiques sociales et les politiques de santé. Ainsi, en Syrie, en Algérie, comme en Irak ou en Libye, des services de santé en principe accessibles gratuitement à tous avaient été mis en place au lendemain des indépendances ou à l'arrivée au pouvoir de partis se réclamant d'une forme de socialisme arabe. Le projet était de faire accéder les populations à la modernité et au bien-être censé y être associés. Mais il s'accompagnait aussi d'un autoritarisme en réalité peu attentif à la culture et à la sensibilité des dites populations et à leurs besoins. En tout état de cause, les modèles populistes se sont rapidement heurtés aux blocages économiques et à la corruption découlant de la logique autoritaire des régimes. Or, à partir des années 80, loin de lever ces blocages, l'imposition brutale des normes néolibérales de désengagement de l'État, sous la pression des plans d'ajustement structurel synonyme de réduction des dépenses publiques et d'encouragement à un secteur privé lucratif, ces normes et ces modèles ont reconfiguré radicalement les rapports entre État et société et creusé les inégalités entre les groupes sociaux et ébranlé les systèmes de santé, comme le montre de façon particulièrement éclairante Mohamed Mebtoul dans le cas de l'Algérie, et il va nous parler tout à l'heure de son analyse. En même temps, la logique de marché favorise la médecine supposée de pointe au détriment de la prévention, qui a besoin de pouvoir s'appuyer sur des institutions publiques solides et sur un État soucieux du bien-être de ses citoyens. L'aide internationale, l'intervention des ONG, la promotion d'une société civile, en réalité orpheline, que je qualifie d'orpheline car privée des outils démocratiques lui permettant de peser réellement sur les politiques publiques. Donc cette aide internationale, cette intervention des ONG ne compense qu'en partie les défaillances de l'État en matière de promotion de la santé pour tous. Et Mariam Rafil va nous parler dans un instant du cas de l'Égypte, du cas de la mise en place de la politique de planning familial, donc mise en place par l'État égyptien, et la façon dont cet État, avec l'aide de l'OMS et de la Banque mondiale, s'efforce de promouvoir une médecine de famille, censée aider les femmes à réguler les naissances, mais ce faisant, les méthodes autoritaires, le manque de moyens, la sous-rémunération des professionnels et l'impasse sur la question sociale mettent en lumière le cercle infernal de l'autoritarisme et de l'inefficacité. Depuis 2011, dans les contextes de crise et de violence qui ont succédé au soulèvement populaire de 2011, les services de santé ont subi de terribles destructions dans beaucoup de pays. Après l'Irak, qui a connu des destructions dès les années 80 avec les guerres à répétition et l'occupation américaine, les hôpitaux ont été directement ciblés par les bombardements en Syrie, comme au Yémen, et évidemment ces derniers mois de façon de façon absolument épouvantable, à une échelle jamais égalée, à Gaza. Tandis que les professionnels de santé, souvent, n'ont d'autre choix que celui de l'émigration. Mais on doit mentionner, puisque j'ai contribué dans ce numéro aussi sur ce sujet, qu'une petite minorité de médecins se transforme en tortionnaires, dans le cas syrien, mais aussi, plus récemment, en Israël-Palestine, comme l'a dénoncé le site Plus 972, pour ceux qui le connaissent. Enfin, les médecins israéliens se mettent à avoir les mêmes pratiques que les médecins syriens, eux qui se vantent, n'est-ce pas, d'être l'armée la plus morale du monde.
En Palestine, c'est donc la violence de la puissance coloniale qui morcelle l'espace et la société, détruit et appauvrit le système de santé, favorise l'impuissance et la corruption de l'autorité palestinienne. Samira Jarrar nous montre et va nous expliquer comment la santé est devenue un outil de domination à travers l'exemple des transplantations d'organes. Donc pour ce qui me concerne, je m'arrête là pour cette présentation de cadrage. J'espère que vous avez déjà compris que c'est une thématique importante, essentielle, qui a des enjeux et des dimensions politiques, économiques, sociales, humaines absolument fondamentales. Et nous allons donc maintenant écouter trois des contributeurs à ce numéro. Mohamed Mebtoul, qui est sociologue, chercheur au groupe de recherche en anthropologie de la santé à l'université d'Oran 2, et dont la contribution s'intitule « Algérie, entre populisme et marchandisation, un système hybride de soins ». Ensuite, nous écouterons Mariam Rafir, politiste, chercheuse à l'Institut des études de genre de l'Université de Genève et à l'université, au Centre d'études de sciences sociales du politique, je crois, à l'Université Paris 1, dont la contribution s'intitule « Le planning familial en Égypte, la question démographique au cœur de la santé publique ». Et enfin, Samira, qui est ici présente, Samira Jarrar, anthropologue à l'Institut d'ethnologie et d'anthropologie sociale à Aix-Marseille Université, qui va nous parler de la santé coloniale et des transplantations d'organes en Palestine, entre destruction, exploitation et domination symbolique. Mohamed Mebtoul est en ligne. Alors, bonjour à toutes. Bonjour Elisabeth, bonjour aux collègues de l'Égypte, de la Palestine. Donc, je voudrais, en 20 minutes, 15-20 minutes, resynthétiser ma contribution à la revue Confluence, au numéro sur le dérive du système de santé. Alors, juste à parler il faut rappeler, je fais un peu le cadre pour que vous preniez un peu ce qui s'est passé, c'est que les responsables sanitaires vont privilégier un appui socio-sanitaire et politique analogue depuis l'indépendance qui se ressemble beaucoup. Il y a beaucoup d'invariants dans la manière de gérer la santé en Algérie, avec des transformations formelles. Mais il y a des éléments invariables qui sont importants qui vont se traduire par la mise en place d'un dispositif sanitaire grandiloquent, diversifié et élargi au niveau de la société algérienne. Mais question fondamentale, quand on fait du terrain, l'unité de recherche en sciences sociales et santé a beaucoup produit sur le plan ethnologique et anthropologique. Donc nous avons fait des études au niveau de toutes les sociétés algériennes. Donc on a beaucoup de production scientifique au niveau de l'unité de recherche. Donc je m'appuie un peu sur tout ce travail de 35 ans maintenant, 91. Donc c'est le problème du décalage dispositif sanitaire et avec les tentes, les perceptions et les désirs des patients profanes qui n'en pensent pas moins. Et ça c'est fondamental. Et on peut construire des centres de santé, la proximité géographique ne s'identifie pas à la proximité sociale. Les gens vont réinterpréter à leur manière leur rapport à l'institution et leur expérience de soins. Alors, je vais rappeler un peu des chiffres quand même. Il faut rappeler un peu cette architecture sanitaire en Algérie qui est composée en 2019 de 15 CHU. 15 CHU, c'est beaucoup, 15 facultés de médecine, 80 établissements hospitaliers spécialisés, 226 établissements publics hospitaliers, 1000 polycliniques, 6000 salles de soins, 72 000, et 80 000 médecins à peu près, dont 47% dans le secteur privé. Pratiquement la moitié sont dans le secteur privé, en 2019. Mais toute cette grandiloquence institutionnelle sur le plan sanitaire n'a pas réduit les multiples déséquilibres et injustices entre les régions. Il suffit de noter, à Alger, par exemple, on a un médecin spécialiste pour 730 habitants. Dans les hauts plateaux, c'est vraiment le compte à Djelfa, par exemple, dans les hauts plateaux, on a un spécialiste pour 12 800 habitants. Et on a une concentration géographique des CHU dans les
dans les 3 grandes villes, Oran, Constantine, Alger. Hein. Voilà, pour indiquer. Alors, voilà, c'est toute la contradiction. Le peuple apparaît comme le peuple pour le pouvoir. Le discours, le peuple est un discours très, très, très fort, totalisant. Mais c'est un peuple qui apparaît dans son uniformité sociale, mais cette uniformité sociale reste introuvable dans la réalité. Elle est introuvable. Pourquoi introuvable? Parce que les patients sont confrontés, malgré la gratuité des soins, je mets entre guillemets gratuité, hein, je mets entre guillemets, il n'y a rien de gratuit, la sécurité sociale paye une partie. Donc cette notion de gratuité, à mon avis, il faut la déconstruire aujourd'hui. Hein, qu'il n'y a rien de gratuit. On paye le transport, on paye l'attente, on paye. Donc il y a des choses importantes qui sont pas comptabilisées, mais qui sont importantes. Donc les patients sont confrontés de façon inégale et différenciée à des soins dans différentes structures de soins. Donc, et ça révèle à la fois combien le capital économique va être impératif pour se soigner dans les cliniques privées, au privé. Et c'est très cher. Pour une consultation, c'est 2000 dinars et non remboursé par la sécurité sociale. Donc on voit bien comment le capital économique va être extrêmement important. Mais pour cet état des soins, là aussi, je préfère parler de secteur étatique des soins. C'est pas un secteur public. Un secteur public, ça signifie une socialisation de proximité avec collectivité locale. Ce qui n'est pas. On est dans une gestion administrée des soins. Donc c'est important de faire la nuance entre secteur étatique des soins et secteur public. Donc dans le secteur étatique, c'est le capital social qui va être normalisé de façon totale, totalisante, où les gens vont se demander est-ce que je connais quelqu'un pour me signer. Donc on est confronté à la question les familles, pas de capital de piston, de capital relationnel, à la question de dignité sanitaire, et qui sont relégués comme des patients anonymes dans une sorte de distanciation sociale qui les contraint à une inversion conjointe recourant aux cliniques privées. Et ça, c'est le paradoxe de la système de soins algérien. C'est un des éléments forts. On ne retrouvera pas chez le privé, dans les cliniques privées, les gens aisés. Hein, les aisés ont un capital social qui leur permet de voir service à l'hôpital, etc. Ils ont plus de possibilités de faire soigner rapidement et dans une affinité relationnelle. Alors, rapidement, je me positionne dans une approche très ethnographique en donnant un sens et un décryptage à la réalité quotidienne, en montrant comment, en réalité, dans ce système autoritaire, système politique et sanitaire autoritaire, qui n'est pas indemne des jeux, des stratégies, des imbrications et des relations et des réseaux relationnels entre les différents acteurs des différentes structures de soins. Donc on voit bien comment, au fond, le système algérien peut être défini par son hybridité. Et c'est un élément fort qui caractérise, et je vais définir un peu ce que j'entends par l'hybridité, c'est ce que nous avons tenté de montrer dans l'article, cette notion d'hybridité, de l'entre-soi entre le public et le privé. Il n'y a pas une césure entre les deux secteurs. Alors cette hybridité aussi entre un populisme sanitaire ancré dans l'histoire post-indépendance de la société algérienne, caractérisé par un égalitarisme fictif, hein, où l'idéologie prend le pas sur la compréhension de la réalité avec toutes ces différences et ces inégalités, et la marchandisation des soins plus récente, datant de la décennie 90, hein, et qui montre combien cette notion d'hybridité est au centre des transformations contemporaines du système algérien. Alors je reviens à cette notion de populisme qui me semble extrêmement importante et qui traverse la société algérienne de manière forte, hégémonique. On le retrouve chez les étudiants, on le retrouve au niveau de la banalisation, de l'évaluation, on le retrouve, c'est une notion extrêmement importante. Alors le populisme, c'est une option politique, hein, c'est vraiment une option politique qui a existé dans l'histoire en Amérique latine, d'abord en Russie, en Amérique latine, Bonaparte aussi était un populiste. Donc c'est opter politiquement pour un nous qui est présenté comme une totalité, ou la société est présentée comme une totalité sociale homogène qui doit effacer tout conflit politique. Il n'y a pas de conflit politique. Dans le populisme,
il n'est pas question de parler de conflit politique. Question de parler de paix sociale, d'harmonie sociale, d'un nous hégémonique. Et on retrouve des expressions. Par exemple, le président Bouteflika qui est venu en 99 au pouvoir, qui a été destitué en 2019 par le mouvement Hirak, parlait, lui, il disait une expression très forte: je suis l'incarnation du peuple. Je suis l'incarnation du peuple. On retrouve des expressions comme chez le Colombien dans les années 40, je ne suis pas un homme, je suis le peuple. Donc il y a une élimination de toutes les médiations, sanitaires pour être le face à face entre le président et le peuple. L'hybridité sanitaire se traduit donc par des multiples enchâssements entre les deux logiques de soins. D'une part, le populisme va nourrir, c'est le populisme finalement qui nourrit et qui renforce le secteur privé des soins. Alors ça va conduire à quoi? Ça va conduire à la valorisation des segments professionnels les plus lucratifs, la chirurgie, l'ophtalmologie, la cardiologie, la gynécologie, et qui sont dominants dans le secteur privé. On voit bien comment, au fond, le populisme n'est pas dans une logique ni de concurrence, ni de complémentarité avec le secteur privé, mais au contraire, les médecins du secteur étatique vont renforcer de façon considérable le secteur privé. Donc, c'est bien cette imbrication, cet entre-deux que j'essaie de montrer, hein, pour montrer comment le système, finalement, fonctionne de façon autoritaire, sous l'impulsion de l'État, qui va essayer d'intégrer les deux secteurs en jouant par-ci et par-là. Alors, on a aussi, dans le secteur privé, on a une insatisfaction des médecins entrepreneurs des cliniques privées. Donc, à partir des années 90, on assiste à la création, au décret 88 qui permet la création des cliniques privées. Alors, les cliniques l'insatisfaction des médecins qui est précisément alimentée par le caractère difforme du marché des soins, contrôlé par l'État, limitant leur position socio-économique dans le champ de médical. C'est-à-dire que pour le privé n'est pas content aujourd'hui. Il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Surtout les cliniques privés. Ils ne sont pas contents parce qu'ils se considèrent qu'ils ne sont pas partenaires avec l'État. Hein? Ils sont athées. Ils sont insatisfaits de leur position socio-économique. Ils veulent passer, c'est un rite de passage, passer de médecin entrepreneur à médecin partenaire avec l'État, en ayant la possibilité, bien sûr, d'être conventionné par la sécurité sociale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quatre spécialités seulement sont conventionnées. C'est les accouchements, c'est la dialyse, c'est la cardiologie interventionniste et la chirurgie cardiaque. Ce qu'il voudrait, c'est que toutes les spécialistes puissent être remboursées par la sécurité sociale. Le secteur privé aujourd'hui est contrôlé. Pour ouvrir une clinique privée, il faut passer par la bureaucratie. Hein? La bureaucratie peut faire du chantage. L'hygiène dans une clinique peut fermer la clinique pendant quelques jours. Donc il y a ces tractations et ces négociations perpétuelles entre la bureaucratie de l'État et le secteur privé, qui se retrouve dans une situation insatisfaisante à ses yeux, parce qu'il n'a pas la possibilité de renforcer sa position dans le champ médical. Le paradoxe du système de soins hybride est de se situer dans l'entre-deux, conjuguant à la fois l'omnipotence de l'État algérien, qui est omnipotent, qui a un monopole extraordinaire. Vous vous rendez compte le nombre de CHU, le nombre de facultés de médecine, donc il y a une omnipotence de l'État algérien, et avec la montée de la marchandisation de soins, qui est indissociable de la rente pétrolière. Et ça, c'est un élément fondamental. La rente pétrolière et de ses effets sur le politique. C'est la pétrolière qui va donner la possibilité, les ressources financières nécessaires pour permettre à l'État de renforcer le secteur étatique des soins. Or, en 86, la baisse du prix du pétrole, $10. En 86, c'est la crise, la plus grave crise qu'a connue l'Algérie en termes de crise pétrolière, en termes de crise financière, et qui va aboutir au réajustement structurel en 94. Donc, il contraint les pouvoirs publics à intervenir. Ils vont intervenir de façon autoritaire pour nourrir et renforcer les cliniques privées.
Alors, comment ils vont nourrir et renforcer? Eh ben, ils vont donner les terrains gratuitement. Ils vont permettre les prêts bancaires. Ils vont mettre ensemble les cliniques privées dans un même espace. J'ai été étonné, à 50 mètres de chez moi, on a 4 cliniques privées, juste à côté. Je me suis demandé, mais pourquoi elles sont côte à côte? Et c'est comme ça que l'enquête, que j'ai pu mener l'enquête dans ces enquêtes privées. Et les gens reconnaissent que c'est l'État qui a été le promoteur du développement du capital, du secteur privé lucratif. Alors, l'hybridité a été rendue possible aussi par la mise en œuvre de la gestion centralisée et administrée, orpheline de toute régulation contractualisée. Là, il n'y a pas de compte, de santé. On ne compte pas. L'Algérie ne compte pas ses sous. Hein. C'est vraiment un gaspillage, une gabégie de moyens considérable. Par exemple, 82-84, je donne le chiffre de 40 hôpitaux qui vont être construits avant la crise pétrolière, 40 hôpitaux construits dans les petites villes et sans les moyens humains, sans les médecins. Donc les gens sont obligés de dans les grands hôpitaux à Oran, Alger, etc. 40 hôpitaux qui se retrouvent construits rapidement, parfois parce que le député et sa région a besoin d'un. Donc c'est aussi sous forme d'influence. Hein. C'est pas une analyse des conditions sociales, économiques de la région. Ça, c'est une négation de cette analyse. Mais on construit un hôpital plus par prestige, plus politiquement, ça donne du sens au renforcement quantitatif. C'est le quantitatif qui va importer. Toutes les évaluations sont faites de façon quantitative. Alors, il y a 3 invariants politiques majeurs dans cette hybridité. D'une part, l'État est administré lourdement par une bureaucratie centralisée qui va opérer par injonction. Ça, c'est le premier invariant politique au cœur de cette hybridité. Deuxième invariant important, toutes les directions régionales de la santé, au niveau des préfectures, n'ont aucun pouvoir de décider ou d'engager localement une politique adaptée à la région. Donc, par exemple, les 22 programmes sanitaires verticaux ont été produits, conçus au niveau du ministère de la Santé, au niveau des bureaucraties, des directions centrales, qui n'ont pas été reconnus par les gens parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans ces programmes standardisés et qui ne répondaient pas aux contraintes de maladies dans les régions. Donc, certaines régions, il y avait d'autres maladies qui n'étaient pas du tout programmées par le pouvoir. Et ces directions régionales jouent le rôle de facteur. C'est quoi le facteur? Il transmet les chiffres au niveau du ministère, mécaniquement, et des chiffres souvent rapidement faits, administrativement. J'ai assisté à la manière dont on construit les chiffres. Hein. Allez, aujourd'hui, il y a eu combien de consultations? 40 consultations, mettons 40. Donc c'est très rapide, et la direction de la santé récapitule ces chiffres au niveau de la région et les envoie mécaniquement au niveau du ministère sans aucun travail de réflexivité au niveau de la direction de la santé. Et troisième élément, c'est l'emprise d'une bureaucratie sanitaire centralisée, opaque et violente. Hein. Il y a de la violence dans cette bureaucratie. Hein. Il y a de la violence parce qu'elle est impliquée dans la mise en forme socio-sanitaire des 2 secteurs étatiques et privés. Donc elle gère les 2 secteurs. Elle peut faire du chantage au privé comme aux directeurs d'hôpitaux. On assiste à l'affaiblissement, à la désaffiliation progressive d'un nombre important de spécialistes des centres hospitaliers universitaires qui partent en France, qui partent maintenant de plus en plus aussi au Canada, qui partent beaucoup dans les pays arabes aussi, ça commence à reprendre la pelle. Alors, c'est parce qu'ils sont confrontés à une administration lourdement bureaucratique où le médecin n'a pas le pouvoir de décider. Hein. Il peut proposer, j'ai besoin d'un scanner, j'ai besoin de moyens, mais c'est l'administration qui régule tout ça, qui administre tout ça, selon les bons vouloirs de la bureaucratie centralisée. Hein. Donc cette désaffiliation progressive de spécialistes, elle va se plier, les médecins vont se plier à une logique d'imbrication. Qu'est-ce que j'entends par une logique d'imbrication? J'entends le fait que les médecins vont se plier au privé. Par exemple, je donne des exemples. À l'hôpital, les médecins spécialistes vont dire aux malades, vous allez faire vos examens complémentaires dans tel laboratoire privé. Voici le nom du laboratoire. Hein. Donc, il y a une logique d'imbrication. Hein. C'est naturalisé. J'ai pas le scanner à l'hôpital, je l'envoie chez le privé. Donc, il y a des liens qui vont se créer entre les médecins d'hôpital et les laboratoires privés
et le secteur privé de manière générale. Hein. Ainsi, le populisme sanitaire et la marchandisation des soins régissent ainsi de concert les activités de soins, actionnant leur réseau alliance explicite et légale. L'État, en 99, va être contraint pour ne pas augmenter les salaires, de dire aux spécialistes de l'hôpital de produire un décret les autorisant à travailler temporairement pendant 2 demi-journées par semaine dans les cliniques privées. Mais en réalité, il faut plus que de demi-journées. Hein, payés à l'acte, donc ils ont intérêt à travailler davantage et ils laissent leur service de côté. Mais aussi, il y a une alliance peut-être plus invisible, plus invisible au profit du marché qui s'accommode et se nourrit de la déliquescence des hôpitaux. La déliquescence des hôpitaux, j'en ai pas parlé, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'hôpital est confronté à un budget réduit. 80% du budget vont au salaire. Il reste 20% pour les médicaments, pour les moyens. Donc, il est obligé de compter sur les familles. Et là, les familles jouent un rôle extrêmement important. Et elles sont productrices de la santé. La nourriture, le repas, les examens complémentaires payés par les familles en dehors de l'hôpital, le sang, la quête de sang. C'est les familles qui vont courir pour avoir le sang adapté à la physiologie du patient. Tout ça va permettre une déliquescence des hôpitaux. Et quand vous avez 72 000 lits à l'hôpital et que la majorité ne sont pas utilisés en raison de manque de moyens, ça prouve un peu cette déliquescence. Hein. Et ça permet aux médecins de s'intégrer dans le secteur privé. L'élite, le secteur privé des soins est né grâce aux médecins d'hôpital. C'est eux qui vont former cette élite privée. C'est eux qui vont la constituer. C'est eux qui vont la renforcer. Et ce sont des médecins de l'hôpital d'abord, qui étaient à l'hôpital. Le système de soins hybride est ainsi pris entre guillemets dans une cohabitation difforme entre le marché et l'État. L'hybridité des soins profondément ancrée dans les équilibres et compromis politiques. Ah oui, c'est la recherche intégrative, la recherche d'une paix sociale entre le privé, l'État et le secteur privé. Il faut trouver un statu quo qui permette de reproduire à l'identique le système. Tant que la rente est importante, l'État peut investir dans le secteur étatique. Mais dès que la rente, la baisse de la rente pétrole, la baisse, hein, c'est le recours au privé, hein, renforcement du privé. L'hybridité des systèmes de soins, et ça va renforcer les inégalités de soins. Et qui va payer? C'est les familles. Alors, nos observations de terrain, nos recherches ethnographiques montrent bien que les malades, les plus pauvres, les moins des conditions sociales faibles, vont hypothéquer leurs bijoux de famille. Vont hypothéquer leurs bijoux pour soigner, pour payer une opération dans une chirurgie, dans une clinique privée. Hein, parce qu'ils ne peuvent pas attendre 6 mois. Hein, ils ne peuvent pas attendre 5 mois, ils ne peuvent pas attendre 4 mois. Donc, ils sont contraints à recourir. Ils sont obligés de payer au prix du marché toute l'imagerie médicale. Ça aussi, c'est les laboratoires privés, hein, non remboursés par la sécurité sociale. Ils sont inscrits. Alors, ça aussi, c'est important. Dès les années 90, on assiste à la prédominance d'un modèle curatif hégémonique dans un contexte politique et économique dominé durant l'année 80, le réajustement structurel. L'État va être soumis à la Banque mondiale et au FMI, hein, qui va leur imposer un certain nombre de règles strictes, notamment hein, la réduction du personnel, le paiement au niveau du secteur étatique, ils vont insister le ticket modérateur. Hein, et la limitation de la prévention socio-sanitaire qui n'est plus un espace de délibération avec les patients. La prévention est totalement marginalisée dans le système de santé. Hein. C'est plus aujourd'hui question de médicaments, d'IRM, de visualisation de l'imagerie qui semble importante au détriment de la prévention. La fragilisation financière du populisme sanitaire à partir de la décennie 80 a permis au secteur privé de soins de se présenter comme un amortisseur de la crise sanitaire. C'est le privé qui va amortir la crise sanitaire et politique. L'État va alors rapidement tenter de s'inscrire dans une logique intégrative à son égard dans le but de préserver la paix sociale.
Hein. Cette question de paix sociale est importante dans cette notion d'implication. Je ne sais pas, j'ai combien de temps, Isabelle? Combien j'ai entendu? Je n'ai pas pris de montre, en fait. Oh, c'est pas grave. Lui... Je vais conclure, parce qu'il faut être bref. Alors, la conclusion, j'ai trois conclusions. Combien? Quelques minutes. Ah, ben voilà, quelques minutes. Donc, je vais conclure sur trois points. Hégémonie des instances bureaucratiques dictées par les hauts aux différents agents de la santé. L'absence de toute décentralisation effective du système de soins conduit à une perpétuelle demande d'État. On est dans une logique paradoxale de demande d'État. Demande d'État face à l'incertitude, face au ressentiment, face à la défiance, face aux discontinuités et lenteur dans l'exercice du travail. Il y a beaucoup de plans dans le secteur privé. Qui doit faire ça? On ne sait pas. Il n'est pas là. Qui doit faire? Il y a beaucoup d'incertitudes dans le fonctionnement au quotidien du système de soins, créant des discontinuités, mais surtout de la défiance. La confiance n'existe pas quand on va à l'hôpital. Les gens préfèrent aller dans le privé. Le rapport est plus marchand, mais c'est un rapport qui leur semble plus personnalisé. On appelle le médecin privé par son nom. L'institution sanitaire, on l'appellera polyclinique, l'hôpital. Donc ça, c'est important. L'anonymat institutionnel joue dans la renforce de la défiance. Hein. L'hybridité, deuxième point de ma conclusion, l'hybridité a accentué les inégalités de santé. On assiste à une inversion paradoxale. Hein. Comment le privé va être investi par des parents, par des patients de conditions modestes. Et sans capital relationnel, qui ont recours au privé en hypothéquant leur vie. Et troisième point, le grand gagnant, celui qui va naviguer avec aisance dans ce système hybride de soins, c'est la bureaucratie qui permet la reproduction à l'identique du politique, puisque la bureaucratie traduit les idées du politique en texte juridique, et qui interdit aujourd'hui d'accéder à une démocratie, à une transformation démocratique du système de soins. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed Mebtoul. Je pense que l'intérêt de cet exemple algérien, c'est ce que vous appelez l'hybridité et cette articulation et cette indissociable au fond. Et la façon dont le privé et le public sont complètement articulés l'un à l'autre. Et finalement, l'importance du rôle de la rente pétrolière qui permet ça et qui, au final, renforce la bureaucratie et transforme comment dire, fait de la privatisation, la logique de marchandisation est finalement au service de la bureaucratie. C'est ça que vous nous montrez, comment les intérêts sont complémentaires et s'imbriquent les uns dans les autres. Je pense que là, il y a effectivement un cas particulier et tout à fait intéressant. On va passer maintenant la parole à Mariam. Peut-être qu'on reviendra après s'il y a quelques questions dans le débat. On reviendra sur les interventions des uns et des autres. Mais on passe maintenant à Mariam Rafir, si elle est en ligne. C'est vous qui surveillez l'heure, du coup. Déjà, je vous remercie de m'avoir permis de présenter mon article alors que je suis au Caire actuellement. Donc, je suis en train de faire un peu de terrain pendant cette période. Ça me permet un peu de sortir de mon immersion dans mon terrain et de prendre du recul sur ce que je fais. Donc, merci beaucoup. Donc, ma contribution à ce numéro s'intitule « Le planning familial en Égypte, la question démographique au cœur de la santé publique ». Et l'objectif, c'était de mettre en avant la centralité de la question démographique dans le discours politique actuel égyptien et la manière dont cet enjeu est appréhendé dans l'agenda de santé publique national actuel. Alors, il y a un événement qui a attiré mon attention en septembre dernier, c'est le Global Congress on Population Health and Development, qui était organisé par le ministère de la Santé. J'ai eu la possibilité d'y assister et d'écouter les discours des uns et des autres. Et en fait, ce congrès était l'occasion pour le ministère de la Santé de présenter aux différents bailleurs internationaux partenaires en matière de santé publique, de montrer l'engagement de l'Égypte dans ce domaine et de confirmer certains engagements. Mais ça a été aussi un moment où la question démographique a été l'agenda démographique a été rappelé.
faut savoir que depuis la fin 2019, l'Égypte a passé la barre des 100 millions d'habitants, alors qu'en 1996, on était encore à 59 millions d'habitants. Donc ça crée un peu une peur panique autour de cette question démographique. Et par extension, dans le cadre de la question de la santé, ça crée un enjeu autour de la santé reproductive et de la planification familiale. Et cet intitulé du congrès de septembre n'est pas sans rappeler l'intitulé de la conférence internationale sur la population et le développement de 1994, qui avait été organisée par l'ONU au Caire et qui avait été un événement assez important pour toutes les organisations internationales qui travaillent sur les questions de santé reproductive, parce que d'une manière assez inédite, la question les enjeux liés à la population ont été envisagés sous l'angle du cadrage des droits humains et non plus sous celui du contrôle des populations et peut-être avec un héritage néo-malthusien. Donc voilà, on avait une forme de consécration de ce qu'on appelle les droits reproductifs et c'était une forme de révolution au niveau des normes internationales. Une révolution qui, dans les faits, est à nuancer, donc ça c'est autre chose, mais en tout cas sur le papier c'était quelque chose d'assez inédit. Et avec cette idée qu'il faut développer économiquement et socialement les sociétés pour permettre de meilleurs services de santé reproductifs, etc. Mais toutefois aujourd'hui, ce qu'on observe dans le discours politique national égyptien, c'est une tendance à culpabiliser le fait d'avoir trop d'enfants et aussi à avoir de plus en plus de mesures incitatives vers la réduction du nombre d'enfants par femme. Et ça vient interroger du coup les acquis de cette conférence internationale auquel l'Égypte avait officiellement souscrit et qui en fait y souscrit encore. C'est ce qui est la condition des partenariats avec les organisations internationales. Donc dans mon article, je rends compte à la fois des mesures incitatives en direction du planning familial et aussi, dans un second temps, j'analyse le discours égyptien qui fait de la démographie un problème en soi. Et sécurité nationale. Donc au niveau du système de santé, au niveau du système de santé, la centralité de la question démographique et l'incitation à plus de planification familiale se matérialise par une centralité de la santé reproductive en tant que telle dans les centres de santé publique de proximité, à la fois dans les centres qui existent déjà, mais aussi dans de nouveaux centres qui sont situés dans les gouvernorats sujets à la réforme de santé en cours. Donc ils ont un fonctionnement un peu différent, mais on retrouve les mêmes enjeux de santé reproductive et parfois même accentués par de nouvelles choses dans ceux qui ont connu la réforme. Du coup, les services de santé reproductive dans ces centres sont en fait particulièrement destinés aux populations les plus précaires, parce que les centres de santé publique sont en fait quasi exclusivement utilisés par les populations les plus précaires qui n'ont pas les moyens d'aller dans le privé. Sinon, par défaut, les autres classes sociales vont plutôt aller vers le privé. Donc, ça pose aussi une question de en fait qui est-ce qu'on cible avec ces programmes de planning familial qui sont administrés dans les services publics. Voilà. Et par ailleurs, cela peut se coupler avec d'autres choses qui ne sont, cette structure de santé peut se coupler avec d'autres choses qui ne sont pas forcément du ressort de la santé directement, comme par exemple des aides de la part de l'État. Il y a en particulier le programme de cash transfert Takaful et Karam, qui est un programme qui vient en aide aux populations les plus précaires, qui va en fait reposer sur certaines conditions, notamment des visites régulières dans les services de santé publique pour différents aspects de la santé, mais notamment la santé reproductive et le planning familial, et aussi un conditionnement une couverture de cette aide à un nombre limité d'enfants dans la famille. Donc, à partir de 2014, quand ce programme de cash transfert a été mis en place, c'était 3 enfants. C'est descendu à 2 depuis qu'il y a eu la campagne Ethnin Kifayal. Donc, il y a une campagne qui s'appelle qui veut dire 2 enfants seulement ou 2 enfants suffisent, qui en fait est venue
placer la norme à 2 enfants et du coup impliquer des changements dans d'autres formes d'incitation à la réduction des naissances. Donc une nouvelle norme d'enfants, enfin de nombre d'enfants. Oui, donc cette campagne Ethnic Kifaya, c'est ce que je m'étais noté. Elle a particulièrement ciblé aussi dans les spots publicitaires à la télé. Elle a particulièrement ciblé les populations les plus marginalisées, que ça soit les populations pauvres ou rurales, avec certains stéréotypes qui apparaissent dans les spots publicitaires. Donc vraiment, on voit qui en fait est la cible de ces programmes. Voilà. Donc, dans ces centres dans ces services publics de santé, le planning familial a une place assez importante pour venir au centre de santé. On a des contraceptifs qui sont aujourd'hui, depuis pas si longtemps que ça, distribués de façon gratuite. Et comme je l'ai dit, ça s'intéresse particulièrement aux populations qui n'ont pas les moyens d'aller dans le privé. Donc, ces contraceptifs qu'on trouve dans les services publics vont directement être adressés aux populations défavorisées. Et on se rend compte en observant les statistiques nationales que ça va particulièrement être des contraceptifs de long terme parce qu'ils vont être plus efficaces, plus continus et on va moins risquer des grossesses entre guillemets indésirées. On va avoir cette présence des contraceptifs de long terme, donc le stérilet en particulier, qui a été introduit par l'Agence de développement américaine dans les années 70 et qui a été généralisé aujourd'hui, qui en fait prend une place assez importante dans les services publics, beaucoup moins dans les services privés. On a la pilule qui a aussi une place importante, mais qui connaît pas autant d'incitation parce qu'il y a un risque de discontinuité dans l'utilisation du contraceptif. Et depuis 2 ans, il y a vraiment une diffusion de l'implant contraceptif qui est encore pas si utilisé parce qu'il est nouveau, mais avec un vrai encouragement de la part du gouvernement à le diffuser. Voilà. Donc, et à cela, on peut aussi associer le fait que dans ces services publics, on a aussi une information très déficitaire auprès du public. Les bénéficiaires vont pas forcément connaître tous les effets secondaires, ou en tout cas pas en connaître leur étendue, ou avoir un discours banalisateur de ces effets secondaires. Et ne pas être prise au sérieux dans leur souffrance quand il y en a une. Donc les bénéficiaires qui sont financièrement contraintes d'aller vers ces services publics vont se retrouver face à une forme de politique du service minimum détournée en fait des besoins réels des patientes. Et ça constitue un peu un lieu de consultation en dernier recours quand on n'a pas d'autre choix. Donc là, je vous ai donné quelques exemples, mais ça se matérialise aussi dans les accouchements, enfin dans pas mal d'aspects de la vie reproductive des femmes. Et donc toutes ces réalités, tous ces exemples et toutes ces réalités qu'on observe au niveau local, en tout cas dans la manière dont ces politiques sont réceptionnées par les bénéficiaires, traduisent en fait le discours politique majoritaire actuel, qui est que les politiques de planning familial visent à assurer une population saine dans le sens particulier d'une population moins nombreuse. Donc la santé de la population est directement associée à celle de son nombre, qui est trop important selon ce discours. Et donc on a la formulation d'un problème démographique en tant que tel. En 2017, la présidence déclare que le nombre d'habitants est le deuxième défi après le terrorisme et le place quasiment sur un pied d'égalité avec la question terroriste, qui est en fait la question de changement de régime de façon sous-jacente à cette question-là qui apparaît. En 2017, on est au lendemain, pas exactement, mais juste après la diffusion du rapport statistique national de 2015 qui annonce que en fait en 2015 on a la première remontée de l'indice de fécondité depuis 1980. Donc on avait toujours eu une baisse jusqu'à ce rapport statistique qui en fait fait une évaluation entre 2008 et 2014 et on a une réaugmentation. Donc on avait
je sais plus combien en 1980, mais en 2000, on était à 3,5. On était descendu en 2008 à 3,1 et on remonte à 3,5 en 2015. Donc c'est un peu la peur panique et puis il y a eu pas mal de mesures qui ont été mises en place au lendemain de ce rapport. Et puis on a cette fameuse prise de parole de la présidence. Et enfin ça s'est enchaîné avec donc d'autres aspects conjoncturels. En 2019, du coup, le passage de la barre des 100 millions d'habitants. En 2022, après la crise du Covid et le début de la guerre en Ukraine, on a une crise économique sans précédent qui touche aujourd'hui l'Égypte et qui est vraiment palpable dans le quotidien des Égyptiens, mais aussi dans la manière dont fonctionnent les services publics. Donc, tout ça crée un peu une peur panique enfin, autour du contexte égyptien, mais en fait, ça va se concentrer sur la question démographique assez régulièrement. On va essayer, on va dire, si on était moins, ça se passerait beaucoup mieux, avec une forme de culpabilisation de la population et de sa fécondité qui, en fait, serait un bâton dans les roues des efforts du gouvernement. Mais enfin, on va quand même préciser que la démographie en tant qu'objet de peur n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un enjeu qui depuis les années 30 et donc les années 30, on a l'émergence du discours néo-malthusien en Égypte, et ça va être c'est déjà associé à l'idée de construire une nation pérenne et saine. Et après l'indépendance, on va avoir au début des années 60 la création d'organes de l'État dédiés à cette question. Et aujourd'hui, on a cette rhétorique qui en fait n'a jamais disparu, mais qui est renouvelée d'une manière un peu différente et peut-être plus panique, plus appuyée. On la trouve aujourd'hui. Donc cette rhétorique, on la trouve renouvelée dans le discours national. Et l'enjeu, en fait, c'est de redresser le pays, de le relever après la période dite révolutionnaire. Donc on a à nouveau cette idée de reconstruire le pays comme après une guerre. Ça rejoint un peu ce qui avait été les débuts de ce discours néo-malthusien en Égypte au siècle dernier. Voilà, donc aujourd'hui, je crois que le dernier rapport statistique qui est sorti il y a un peu plus d'1 an indiquait un indice de fécondité à 2,7 ou 2,9, je ne me souviens plus exactement du chiffre. Et l'horizon fixé par la stratégie nationale pour la population est 1,6 en 2030. Voilà. Et la question que finalement on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on est en train d'aboutir à une forme de santé reproductive privée de ses droits. Donc quand je dis les droits, c'est les droits reproductifs tels que définis par la Conférence internationale pour la population et le développement en 1994. Et en fait, les normes les normes qui ont été actées à cette conférence, c'est qu'il est important de satisfaire les besoins en matière de contraception, les besoins de la population. Et en fait, donc, si on creuse un peu, il est intéressant de voir qu'en fait, cette rhétorique des droits reproductifs, de satisfaire les besoins en matière de contraception, sert aujourd'hui à cibler les populations les plus précaires qui auraient en fait des besoins insatisfaits qu'il faudrait satisfaire. Donc, il y a un truc un peu paternaliste de dire ces populations-là sont pas en mesure de savoir ce qui est bon pour elles, pour eux, et c'est à nous de prendre en charge leur information, mais parfois ça peut être une forme d'information qui est particulièrement incitative, comme je viens de le montrer. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que très souvent, sur cette question des besoins insatisfaits, donc en anglais unmet needs, que ça soit la rhétorique nationale ou la rhétorique des organisations internationales, ça va se rejoindre parce que c'est une terminologie balisée qui est assez neutre, qui dit qu'en fait il y a des besoins insatisfaits. Donc ça ouvre une certaine porte. Plusieurs arguments sont mobilisés pour ces besoins insatisfaits. Ça peut être le manque de services ou leur faible accessibilité, mais c'est surtout cette idée que j'ai déjà évoquée, qu'en fait, il y aurait des croyances arriérées où les couples ne seraient pas en mesure de connaître leurs propres besoins. Et il faudrait mieux les informer, mieux les inciter, afin que ces couples fassent des choix rationnels et raisonnables pour eux-mêmes, pour la famille plus généralement, et aussi pour le bien de la nation. Donc voilà, là on rentre dans le discours national un peu
sauver la nation. Et de manière assez parlante, le président de la République a dit pendant le congrès de septembre 2023 qu'il n'était en fait pas convaincu de la liberté reproductive en tant que chose si ça, voilà, il remettait en question les acquis de la Conférence internationale pour la population et le développement en disant que la liberté reproductive n'était pas tellement un concept convaincant parce que parfois ça allait à l'encontre des intérêts de la nation. Et du coup, là, on va avoir une opposition rhétorique entre les organisations internationales et les organes de l'État sur ces questions-là. En fait, est-ce qu'on peut inciter formellement à avoir moins d'enfants? Voilà, il va y avoir des conflits à ce niveau-là. Je peux passer à ma conclusion. Alors, la question démographique, donc pour conclure, la question démographique, c'est un point important de l'agenda de santé publique égyptien actuel, et ça révèle une tension particulière qui est celle que, en fait, on observe un souci de développer l'accès des populations les plus précaires aux services de santé reproductive. Ça se matérialise aussi par la réforme de santé en cours. Mais cet effort se présente de plus en plus comme un instrument qui vise à plus ou moins directement inciter les populations les plus marginalisées à une supposée meilleure gestion de leur fécondité. Et voilà, et ça va être ces populations-là parce que ce sont les publics cibles des services publics. Et donc, on peut se poser la question d'une fragilisation de moins en moins dissimulée, en fait, de plus en plus assumée des droits sexuels et reproductifs tels qu'ils avaient été promus pendant la conférence internationale de 1994. Voilà, merci pour votre écoute. Et finalement, merci beaucoup. Ça n'a pas coupé. Merci beaucoup, Mariam. C'est évidemment la question posée, le sujet traité est très différent de la précédente présentation de Mohamed Mettoul. Ici, on voit bien comment la santé est un enjeu politique pour l'État. Et finalement, cette question de santé reproductive renvoie à et la façon dont elle est abordée par l'État, à une volonté de contrôle de l'État sur sa population. Et ce que vous expliquez finalement, c'est que on méprise. Enfin, et ça va. Il y a peut-être l'analogie avec ce qui précède, c'est même si, peut-être que je la tire un petit peu par les cheveux, mais c'est l'idée qu'il y a un intérêt de la nation qui est premier par rapport à la liberté et aux droits des individus. Ce que nous présentait moi-même Mettoul tout à l'heure, c'était le populisme qui représentait les intérêts du pays comme un seul tout unique, homogène. Donc, il y a une petite analogie là-dessus, mais il me semble que la grande différence, sans doute, c'est que l'histoire de l'Égypte et la société égyptienne est quand même très, très différente de l'Algérie, et qu'il y a depuis longtemps, au fond, des écarts sociaux absolument monumentaux, et que le régime populiste, au fond, de Nasser et de ce qui a suivi, n'a jamais réussi à réduire. Alors qu'en Égypte, il y a eu un moment, peut-être, alors Mohamed Mettoul, s'il m'entend, peut-être me dira s'il est d'accord, mais il y a quand même eu un moment en Algérie où il y a eu un effort de rapprocher, et un effort d'égalité, disons, qui a en partie sans doute réussi, en tout cas plus qu'en Égypte où les écarts sociaux sont particulièrement grands, ce qui explique aussi, ou ce que vous illustrez finalement avec cette politique qui vise à essayer d'imposer à des femmes qu'on considère comme relevant d'une société traditionnelle ignorante et à qui il faut apporter la modernité. Donc c'est finalement ça qu'on peut retenir, entre autres, de ce que vous nous avez raconté. Je passe maintenant la parole à Samira Jarrar, qui va nous parler de la Palestine. Et on reviendra éventuellement aux questions qui peuvent être partagées. Déjà, merci beaucoup. Oui, moi je vais parler de santé coloniale et transplantation d'organes, entre destruction, exploitation et domination symbolique. Moi j'ai fait un
une recherche doctorale sur les transplantations d'organes. Et aujourd'hui, je vais parler un peu moins des transplantations d'organes, mais en fait, les transplantations d'organes m'ont donné un point d'observation du système sanitaire en Palestine et aussi des effets du colonialisme dans le système, dans la santé et dans l'accès des populations palestiniennes aux services sanitaires. Et voilà, du coup, en fait, à travers la santé, on peut vraiment observer les logiques et les pratiques typiques du colonialisme israélien, c'est-à-dire à la fois des logiques de destruction de la société et des institutions palestiniennes, de remplacement, mais aussi d'exploitation. Et la santé en Palestine, dans ces systèmes coloniaux, est un domaine de domination matérielle, mais aussi symbolique. Et on va voir un peu comment tout ça arrive. Du coup, voilà, en Cisjordanie, on trouve un système sanitaire public qui est assez affaibli, surtout en ce qui concerne les services tertiaires, parmi lesquels il y a les transplantations d'organes qui ne sont pas développées. Il y a une absence d'un système centralisé efficace, il y a des programmes sanitaires qui sont négligés, et il y a pénurie de personnel, d'équipements, il y a des aménagements aussi des infrastructures qui sont assez vieux et obsolètes. Et les causes en fait, de l'affaiblissement de ces systèmes sanitaires sont très variées, mais certainement centrale, c'est la question de l'occupation israélienne. C'est la cause principale de l'affaiblissement du système sanitaire palestinien. Donc après les accords de Oslo, Israël en fait confie à l'autorité palestinienne la responsabilité d'administrer la population et aussi délègue tout ce qui est la responsabilité des services sanitaires. Et c'est-à-dire aussi, il se décharge aussi de tout ce qui est en fait, les dépenses sanitaires. Sauf que, en fait, malgré les transferts officiels du pouvoir, les systèmes sanitaires palestiniens restent dépendants et contrôlés par Israël, qui de facto continue à contrôler l'économie et aussi les frontières. Du coup, par exemple, il y a un contrôle indirect, c'est-à-dire que Israël contrôle 65% du budget de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire il prélève des impôts à la place de l'autorité palestinienne et après il les renverse à chaque mois. Mais de là, du coup, cela expose l'autorité palestinienne à des suspensions de ces renversements d'argent. Et voilà, c'est aussi une manière de faire de la pression politique, en fait, influencer les politiques de l'autorité palestinienne. Il y a aussi tous les effets des destructions. J'en parle pas dans mon article en vrai, mais l'actualité de Gaza, c'est un exemple. Du coup, à chaque fois qu'Israël détruit les infrastructures sanitaires, il faut les reconstruire. Ça aussi, c'est un coût qui affecte le budget du ministère de la Santé. Mais il y a aussi un contrôle direct des autorités israéliennes sur la santé en termes notamment dans la circulation des patients, des médicaments et du personnel médical. Donc, à chaque fois qu'un patient doit aller de Gaza en Cisjordanie, il faut avoir un permis des autorités israéliennes. Même chose pour aller de la Cisjordanie à Jérusalem-Est. Aussi, en ce qui concerne l'importation de médicaments, là aussi, en fait, il y a des limitations qui sont imposées par l'occupation israélienne. Du coup, il y a toute une série d'équipements médicaux et notamment la médecine nucléaire, en fait, qui sert pour les cancers et l'oncologie, ne peut pas être importée parce que les autorités israéliennes disent qu'il pourrait y avoir un usage militaire pour ça. Et aussi, bien sûr, la circulation des médecins. Du coup, en fait, il y a un isolement des médecins palestiniens et il n'y a pas une circulation du savoir-faire, etc. Et du coup, pour toutes ces questions-là, les systèmes sanitaires palestiniens, surtout en ce qui concerne les soins tertiaires, ou les soins spécialisés, n'est pas développé. Mais il y a aussi, il faut le dire, des causes internes
malfonctionnement du système sanitaire palestinien et cela remonte à la corruption de l'autorité palestinienne. Du coup, il y a une mauvaise gestion de la chose publique et voilà, des scandales, énormément de scandales de détournement de fonds qui sont très connus par la population palestinienne. Et il y a aussi un manque de volonté politique d'investir dans le secteur public. Du coup, ce qui arrive, c'est que les ministères de la Santé achètent auprès du secteur privé tout ce qui est la médecine spécialisée et les tertiaires. Ils achètent du secteur privé et aussi de l'étranger, ça on le verra un peu plus tard. Et du coup, ce qui arrive, c'est qu'il y a énormément d'argent du public, un flux d'argent important qui va du public au privé pour acheter ces services sanitaires. Et ça consiste plus ou moins 40% du budget du ministère de la Santé palestinienne est utilisé pour acheter des privés. Et en fait, pourquoi il n'y a pas un investissement dans le secteur public? Ben, un peu tout le monde, tous les patients, les médecins, mais aussi il y a aussi des associations qui s'occupent de ça, d'anticorruption, qui disent qu'il y a des conflits d'intérêts entre les dirigeants de l'autorité palestinienne et les dirigeants des hôpitaux privés. Et du coup, en fait, il y a de la corruption. Et les hôpitaux privés, ils bénéficient énormément de ces transferts de patients. Parce que, voilà, ils prennent beaucoup d'argent public. Et voilà, au-delà de ça, de cette corruption un peu du système, la corruption affecte aussi l'expérience au quotidien des patients et des médecins. Du coup, il y a des pratiques de népotisme et du coup, pour avoir des services, pour être, par exemple, des permis d'être transféré dans un hôpital privé ou des permis pour acheter des médicaments, voilà, il faut avoir, voilà, justement, ces permis du ministère de la Santé, mais on peut l'avoir plus facilement si on a des contacts du pouvoir à l'intérieur du système. Et c'est la wasta qu'on trouve un peu, c'est une logique voilà, qu'on trouve un peu partout dans la société palestinienne, mais elle est très présente aussi dans la santé. Et du coup, en fait, la wasta, elle est même appelée la vitamine wow. Du coup, en fait, c'est quelque chose de, voilà, c'est aussi un objet de sarcasme et d'ironie parmi la population palestinienne. Et en fait, tout ça, le fait qu'il y a un système dysfonctionnel, corrompu, tout marche mal, ça augmente une perception très négative de l'autorité palestinienne qui est déjà, elle n'est pas populaire parce qu'il y a de la coordination sécuritaire avec le régime colonial. Mais en plus, elle est corrompue, du coup, elle est complètement impopulaire. Mais cette image voilà, d'inefficacité, elle retourne, en fait, toutes ces critiques retournent sur la société palestinienne même. Et du coup, tu trouveras des Palestiniennes qui disent « mais oui, en fait, on n'est pas développé, on est une société qui est facilement corrompue. » Et en fait, tout cela, ça alimente cette idée que, en fait, on mérite d'une certaine manière la domination et la dépendance d'Israël. Voilà. Après, je disais, les services tertiaires, ils sont aussi achetés à l'étranger. Du coup, s'ils sont présents en Palestine. Et du coup, les ministères de la Santé achètent, par exemple, de la Jordanie, mais aussi de l'Égypte, de la Turquie et aussi en Israël. Et notamment tout ce qui est services oncologiques. Donc, comme je disais, la médecine nucléaire n'est pas disponible en Cisjordanie parce que les médicaments nucléaires, ils sont pas, en fait, ils peuvent pas être importés à cause des restrictions israéliennes. Et du coup, les patients oncologiques, ils sont envoyés en Israël pour se faire traiter. Donc, on voit très bien que l'occupation
israélienne est la principale responsable de la dépendance du système de santé palestinienne à l'égard de services médicaux israéliens, mais Israël s'est soustrait totalement de la responsabilité de la santé des Palestiniens. Et en fait, il traite les Palestiniens qui vont se faire soigner en Israël comme de touristes médicaux. Du coup, il vend les services sanitaires comme de la marchandise au prix du marché. Et bien sûr, du coup, il gagne de l'argent dans ces systèmes du tourisme médical. Et selon un calcul, en fait, entre 2011 et 2015, chaque année, Israël a eu un revenu total de 45 millions d'euros en vendant les services sanitaires aux Palestiniens. Au-delà de ça, il y a une autre manière d'exploitation, selon laquelle Israël profite de ces systèmes, et c'est la fuite des cerveaux des médecins palestiniens qui vont travailler en Israël. Du coup, les Palestiniens de Cisjordanie, ils ne sont pas vraiment employés en Israël, ou s'ils sont payés, ils se sont embauchés, ils sont payés à l'acte. Du coup, ils n'ont pas un contrat de travail, et du coup, ils n'ont pas tous les droits sociaux qui sont liés à ça. Mais et du coup, en fait, ils constituent une manœuvre très qualifiée et à bas prix. Parce que du coup, ils n'ont pas de contrat de travail et Israël ne doit pas payer pour des travailleurs. Mais en fait, comme le système sanitaire en Palestine il est très affaibli, il n'y a pas toute une série de spécialisations, les conditions de travail sont très mauvaises et ils ne sont pas très bien payés. Du coup, on a beaucoup de médecins palestiniens de Cisjordanie qui vont travailler en Israël. Et pour eux, c'est plus avantageux, bien qu'ils trouvent en Israël, déjà, voilà, ils ne sont pas vraiment embauchés, mais aussi ils trouvent un environnement de travail raciste, on peut dire comme ça. Ils ne peuvent pas afficher leur identité palestinienne. Et ça, on le voit très bien depuis le 7 octobre, c'est vraiment le désastre, la catastrophe. Il y a énormément de médecins et des infirmiers palestiniens qui se sont fait virer parce qu'ils mettaient des posts sur Facebook sur Gaza, ou même en fait, il y avait vraiment une chasse aux sorcières. Les collègues israéliens qui allaient chercher qu'est-ce que les collègues palestiniennes, ou voilà, palestiniennes aussi du 48 mettaient. C'est vraiment un environnement, oui, les hôpitaux, c'est devenu vraiment un environnement de travail très raciste. Ben, c'est l'était déjà, mais encore plus après le 7 octobre. Voilà. Mais en fait, du coup, les systèmes sanitaires israéliens, quand même, ils marchent comme un dispositif d'attraction des patients, mais aussi de médecins palestiniens. Du coup, l'excellence du secteur de la santé israélien sert d'outil à l'État occupant, en fait, à Israël, pour s'imposer sur la scène mondiale, mais aussi pour s'imposer auprès des Palestiniens. Parce qu'en fait, tous les patients palestiniens, mais aussi les médecins, ils ont beaucoup d'admiration pour le système sanitaire israélien. Ils le voient comme un système très avancé. Et c'est vrai, en fait, c'est un système très avancé d'un point de vue technologique. Ils ont beaucoup de spécialisation. Mais quand ils font cette comparaison entre les systèmes palestiniens très affaiblis et les systèmes israéliens, cette comparaison va alimenter un sentiment d'infériorité. Et du coup, ça, en fait, c'est aussi un outil de domination symbolique et pas seulement matériel. Et voilà, c'est un peu ça ce que j'écris dans mon article. Et du coup, vraiment, à travers la santé, on voit vraiment
déjà, cet lien structurel qu'il y a entre les colonialismes et le néolibéralisme, parce que du coup, la santé et la marchandisation de la santé en Palestine, c'est un marché captif qui est exploité par l'occupation israélienne, en termes de les patients qui vont se faire soigner en Israël, mais aussi les médecins palestiniens ils sont plus ou moins forcés à aller travailler en Israël. Il y a aussi la question du remplacement, ce que je disais. Du coup, c'est le pouvoir colonial et la communauté internationale qui imposent les formes du politique et ils favorisent certaines élites politiques de l'autorité palestinienne qui, en fait, sont fonctionnelles au régime occupant et la reproduction sociale de ces élites, repose sur la corruption, mais aussi sur l'accumulation des richesses liées aux politiques économiques néolibérales. Et comme on l'a vu, en fournissant des services sanitaires avancés, mais toujours comme marchandise, Israël s'impose dans une position de domination symbolique par rapport aux Palestiniens. Et je parle un peu de ça dans mon article. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samira. Je pense que ce qui est particulièrement intéressant, bien sûr, c'est que on a une illustration concrète à travers la santé, en l'occurrence, de mécanismes particulièrement sophistiqués de domination. C'est pas seulement une occupation militaire, c'est un tas de mécanismes, et ici, là, des mécanismes complexes qui ont une forte dimension symbolique, et ça, c'est particulièrement, je trouve, impressionnant comme démonstration. Je crois que donc je remercie les trois orateurs maintenant. Peut-être que s'il y a des questions ou des interventions des personnes qui sont là, est-ce que tu en as eu dans le chat? Alors en ce qui me concerne, bon, c'est difficile de comparer les trois présentations, et leur intérêt, c'est précisément, il me semble, en fait, d'aborder des questions sur des pays et des terrains qu'on connaît, que le grand public connaît, et que souvent d'ailleurs les chercheurs connaissent et étudient à travers les questions politiques, géopolitiques, les problèmes de nature de l'État, de nature de la domination de l'État sur la société, et aborder ces questions à travers, aborder la question politique à travers des questions finalement de société. C'est très éclairant pour comprendre le mécanisme de la domination politique en général, enfin, et de la relation entre l'État et la société, avec évidemment des grandes différences dans les différents pays. En écoutant Mohamed Mebtoul, par exemple, tout à l'heure, je me disais dans quelle mesure le cas algérien est comparable à d'autres cas de pays qui ont connu un modèle populiste, mais aussi le cas algérien, c'est un cas de pays rentier, et donc le pays auquel ça peut faire penser, c'est l'Irak, qui a à la fois eu un système politique fondé sur le populisme et la rente pétrolière. Après, l'Irak a connu des périodes de guerre que n'a pas connu l'Algérie. L'Algérie a connu, ceci dit, une période de guerre civile. Voilà. Donc, dans quelle mesure on peut faire des comparaisons? D'un autre côté, je me disais aussi, l'Algérie a hérité, pour une part, d'un modèle français. Et en écoutant ce que disait Mohamed Mebtoul, moi, je me disais, mais après tout, il y a des éléments de comparaison aussi avec la France, malgré tout, sur cette question publique-privée.
comparaison quand même qui a de fortes limites, compte tenu justement de l'histoire de l'Algérie qui est très différente de l'histoire de la France. Après, entre l'Égypte et l'Algérie, l'Égypte a aussi connu ce modèle populiste, mais a une histoire, comme je l'évoquais tout à l'heure, très différente. J'ai parlé dans ma présentation de l'impact de la violence sur les systèmes de santé. La violence, c'était la violence des agressions extérieures et des guerres intérieures qui permettent de comparer la Libye, l'Irak, la Syrie, le Yémen, un peu moins la Palestine au fond, parce que la Palestine, c'est vraiment un cas très particulier, il me semble. Là, pour le coup, c'est le dernier exemple de colonisation et d'une colonisation particulièrement peut-être complexe et sophistiquée. Jusqu'à quel point peut-on comparer la colonisation israélienne à la colonisation française en Algérie? À l'occasion des événements de Gaza, moi, c'est ce qui me venait beaucoup à l'esprit. C'est-à-dire que la manière dont les colonisés se révoltent et ensuite la répression que le colonisateur lui impose. Peut-être une petite question que je pourrais poser au moins à la fois à Samira et à Mohamed Mebtoul, c'est la question du tourisme médical. Parce que vous l'avez évoqué, Samira, mais l'Algérie, il me semble que il y a deux autres papiers qui évoquent un peu le tourisme médical. C'est le papier sur la Libye aussi et l'Algérie. La question, ce sera juste pour Samira parce que Mohamed Mebtoul est déconnecté. Ah, il a quitté? Ah, dommage. Donc voilà mes quelques commentaires pour essayer de faire le lien entre différentes questions posées. Voilà, je vous propose si vous voulez réagir ou si les personnes de la salle veulent réagir. Oui. Bonjour. Alors j'avais une question par rapport à la santé reproductive, donc peut-être plus pour Mariam, je crois. Est-ce que vous pensez que les craintes qui sont liées à l'augmentation démographique, elles sont bien fondées? Parce que c'est vrai que de prime abord, on peut penser un poids démographique pourrait peser sur un système de santé déjà un peu fragile. Mais quand on prend les choses à plus long terme, est-ce que finalement un taux de fécondité élevé, c'est pas une chance pour un pays? Alors, on le voit avec, nous dans nos pays occidentaux, on voit qu'on a du mal à rétablir, à corriger la pyramide des âges qu'on a avec la population vieillissante. On l'a encore vu avec Macron là, qui avait parlé de réarmement démographique là, il y a quelques semaines. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une crainte qui est bien fondée ou au contraire vous pensez que c'est quelque chose qui est mal perçu? Mariam, est-ce que vous avez entendu la question? Oui, j'ai bien entendu la question. Je vais essayer de remettre ma vidéo. Moi, si j'en pense quelque chose, pour l'instant, j'en pense pas grand-chose à titre personnel, parce que je me sens pas trop en position de formuler une réponse. Mais en tout cas, si on revient sur ce qu'argumente le gouvernement égyptien actuellement, c'est que en ayant une augmentation aussi régulière du nombre d'habitants dans le pays, et puis en fait ça s'accentue actuellement avec la guerre au Soudan, le génocide en Palestine, ça fait aussi des flux migratoires en plus. En tout cas, c'est la manière dont c'est présenté par le gouvernement égyptien de dire qu'en fait à peu près tous les ans, un peu plus, on a 1 million d'habitants en plus. Il s'agit pour en fait l'État égyptien de répondre en fait à cette augmentation de la population par une augmentation des services de santé, mais aussi des écoles, des structures donc des structures éducatives, du nombre d'emplois. Enfin voilà, ça c'est la manière dont le gouvernement l'argumente, c'est qu'en fait, vous m'entendez bien? J'entends. Oui. L'argument, c'est qu'en fait, tel quel, l'Égypte aujourd'hui ne peut pas répondre à cette augmentation de la population. D'autant plus avec la crise actuelle, on a eu 3 dévaluations en moins
en un an. On a eu 3 dévaluations, un pouvoir d'achat qui s'effondre, et en fait, l'État qui dit on n'a plus d'argent, on n'a plus de dollars, on n'a plus d'euros. Là, il y a eu un peu de rentrée d'argent avec la vente de, enfin, il y a une parcelle de terre qui a été cédée à Dubaï aux Émirats Arabes Unis pour des questions, enfin pour organiser des événements touristiques, voilà, des structures touristiques. Donc là, il y a une re-rentrée de devises. Donc voilà, c'est comme ça que c'est formulé. Mais moi, la manière dont j'interroge cette question des services de santé reproductive, c'est plus peut-être d'un point de vue genre, ce que ça fait peser sur les femmes en fait. On a une crise économique, on a une augmentation démographique qui est exponentielle effectivement, mais on va en fait on va culpabiliser les femmes sur leur pratique en fait enfin reproductive ou sexuelle, comme en fonction des acteurs politiques, ça va être formulé différemment. Après, si je rentre dans les détails, c'est un peu la double peine. Enfin là, je sors d'un long terrain en Égypte, c'est aussi la double peine de ce que j'observe, parce que il y a cette injonction du côté de l'État à avoir moins d'enfants, mais il y a en même temps de l'autre côté une difficulté en fait à mettre en place une routine en fait contraceptive, que ça soit parce que on fait pas confiance en les services publics, donc on a du mal en fait à faire confiance en les contraceptifs, voilà, etc. Parce que il y a des effets secondaires que les soignants ne prennent pas au sérieux, et du coup on a du mal à continuer avec les contraceptifs. Même quand il y a une volonté d'être contracepté. Il y a aussi, faut savoir que les femmes n'ont pas envie de tomber tout le temps enceinte. C'est pas non plus ce que j'entends dire. Et aussi, ce que j'observe aussi, c'est les violences conjugales et les viols conjugaux qui peuvent avoir pas mal lieu de ce que j'ai observé, qui font que en fait il y a une difficulté aussi à gérer la reproduction, en fait, l'arrivée des grossesses dans un pays où l'avortement n'existe pas, ou en tout cas est très très contraint par beaucoup de règles qui en fait font que c'est quasiment impossible d'avorter, à moins que ça soit fait illégalement. Donc moi, je me pose plutôt la question de ce point de vue-là, en fait. Qu'est-ce que ça fait peser sur les femmes, tout ce cadrage, en fait, en fait, c'est la catastrophe, la démographie et tout. En fait, ça détourne, ça détourne des besoins, en fait, réels de ces bénéficiaires qui sont censés être au centre de ces questions-là, si on prend un point de vue féministe, en tout cas. D'accord. Mais la contraception, elle est portée uniquement par les femmes? Oui. Alors, il y a des préservatifs qui existent dans les centres de santé, que j'ai vu, en fait, que j'ai demandé à voir. Parce que j'ai réussi à entrer dans le centre de santé, c'était un parcours du combattant en soi, mais j'y suis arrivée. Que j'ai pu voir, mais en fait, après, quand j'en parlais avec les bénéficiaires, alors, soit n'en avaient pas entendu parler, parce qu'on ne les avait pas avertis que ça existait, parce qu'on considérait qu'elles allaient pas savoir l'utiliser, ou que ça allait que ça allait craquer, donc ça allait pas fonctionner, ou que leur mari n'allait pas vouloir. Et c'est vrai que de l'autre côté, quand j'ai discuté avec les bénéficiaires, effectivement, la plupart des maris peuvent soit tester et disent en fait non, débrouille-toi, va trouver un autre contraceptif, ou alors dès le départ refuser la possibilité du préservatif. Après, on sait très bien au niveau international que les contraceptifs masculins sont pas développés du tout. Il y a la vasectomie qui existe ici, mais c'est plus les classes élevées qui vont peut-être se poser la question. Voilà, donc au niveau du contraceptif masculin, il y a en fait une sorte d'effet miroir entre ce que les soignants dans les services publics proposent aux femmes. En fait, on leur propose très peu d'alternatives en fait à des contraceptifs féminins, mais surtout des contraceptifs hormonaux, ou alors le stérilet en cuivre, mais enfin des contraceptifs assez lourds. On propose très peu d'alternatives, et en miroir, en fait, on n'a pas de préparation à prendre en charge la contraception d'un point de vue masculin, parce qu'en fait le discours n'existe pas de base d'un point de vue politique, d'un point de vue des services de santé et de la sensibilisation. Si je puis me permettre, avant de laisser parler quelqu'un d'autre, sur ce thème-là, tout de même
une question un tout petit peu différente que vous évoquez dans votre papier à propos du retour, de la remontée, pardon, du taux de fécondité des femmes. Vous faisiez un lien avec la baisse de l'emploi des femmes, il me semble, Oui. à un moment donné. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, en fait, fondamentalement. Parce que c'est vrai que de manière générale, il me semble qu'il a été bien démontré que la plupart du temps, la baisse de la fécondité est liée au taux d'emploi et peut-être encore plus au taux d'emploi qu'au taux d'éducation des femmes. Donc, prendre la question comme simplement à travers son aspect médical, c'est manquer toutes les autres dimensions finalement qui impactent sur la natalité. On a perdu l'image. Oui, tout à fait. Il me semble que c'était Oui, tout aussi à quand fait. même un aspect, même C'est s'il n'était d'ailleurs pas, ce qui est un peu reproché actuellement. qui était dans votre papier, même s'il n'est pas central. Bon, ma foi, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on va peut-être s'arrêter là. Donc, on vous remercie. Je vous remercie, les intervenants en ligne et Merci, merci beaucoup. Merci et beaucoup. Samira et les quelques personnes présentes de votre intérêt.